Alors, s'agissant des conséquences de cette éventuelle indépendance sur la Nouvelle-Calédonie, enfin bon, la question posée, c'est oui ou non et quelles sont les conséquences. Je vais commencer par le non, comme ça il sera évacué assez rapidement. S'agissant des conséquences du non, bon, on aurait 2 années de plus évidemment à tenir à essayer de serrer les boulons et de régler les quelques soucis qui se présentent. Et ils sont assez nombreux en ce moment, notamment sur les questions du nickel. Et puis au-delà du 3e référendum, c'est à ce moment-là qu'on peut espérer un développement à condition, évidemment, puisque là, tout sera fonction de la stabilité des institutions calédoniennes qui seront mises en place, mais également du cadre fiscal et réglementaire, sans oublier la politique économique qui pourrait être mise en place par la Nouvelle-Calédonie, puisque tout dépendra de ça. Donc, en clair, pour le dire simplement, nous serons évidemment, s'agissant du développement économique, totalement conditionnés par la vision et, je dirais, pour être un petit peu taquin, l'intelligence des politiques qui nous gouverneront à ce moment-là. S'agissant du non, puisque c'est ça évidemment qui représente l'essentiel de nos préoccupations, je ne sais pas d'où vient ce clac. Bon. Alors, tout d'abord, préciser en préambule que l'économie n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de formule magique et d'équation qui permet d'arriver à un résultat absolument certain. Donc beaucoup de questions qui pourront rester sans réponse et bien évidemment des hypothèses qu'il va falloir formuler pour préparer en tout cas les esprits à ce qui pourrait se passer. Pour autant, on a un ensemble de mécanismes économiques qui sont bien connus et on a aussi tout un tas de données qui permettent de bâtir ces scénarios et de voir où est-ce que ce choix qui vous appartiendra le 4 octobre, parce que je fais partie des 40 000 qui n'auront pas le droit d'aller voter malgré 20 ans d'installation et de travail en Nouvelle-Calédonie. Donc on va échafauder ensemble un certain nombre de scénarios, des hypothèses, et vous verrez comment on en arrive à un scénario qui, dans tous les cas, est un scénario catastrophe. Je vous dévoile évidemment la fin immédiatement. Donc, quelques constats. La Nouvelle-Calédonie a un niveau de vie, vous le savez, particulièrement élevé, qui est proche de celui de la Nouvelle-Zélande ou d'une province moyenne de métropole. Un niveau de vie tout à fait inédit dans les pays de l'Océanie. Ça n'existe nulle part ailleurs, en tout cas pas parmi les quelques pays qui ont obtenu leur indépendance au cours des quelques dizaines d'années qui viennent de s'écouler. Un système de protection sociale, et le dernier intervenant en parlera beaucoup mieux que moi, particulièrement généreux, très protecteur, et qui, malgré la richesse de la Nouvelle-Calédonie, est déjà très difficilement engagé, puisque un déséquilibre financier très difficile à régler. Et pour finir, un marché intérieur qui est tout à fait microscopique, et bien évidemment une économie relativement fragile, puisqu'on sait qu'elle est très directement liée au marché du nickel et à la fonction publique, puisque ces deux ensembles-là représentent plus de la moitié des emplois, des emplois salariés. Les différents effets, les différents facteurs qui sont susceptibles d'affecter l'économie de la Nouvelle-Calédonie en cas de victoire du oui il y en a 3, selon moi, principaux. Le premier, bien évidemment, la disparition des transferts d'État, qui serait remplacée par une aide publique au développement, dont on dira quelques mots après. Le deuxième facteur, la monnaie. C'est peut-être moins évident, et pour autant, c'est tout à fait déterminant dans la santé de l'économie de demain. Si, encore une fois, ça reste du conditionnel, il y avait l'indépendance. Et troisième point, le solde migratoire, puisqu'il est bien évident qu'en cas d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, pour tout un tas de raisons qu'on pourra développer, il risque d'y avoir un certain nombre de personnes qui pourraient quitter le territoire, donc des conséquences économiques en cascade. Je reviens sur le premier des facteurs, la disparition des transferts d'État et le remplacement par une aide publique au développement. Je rappelle que donc l'État consacre 175 milliards à la Nouvelle-Calédonie, c'est le cumul du premier tableau, s'il était possible de revenir, s'il vous plaît. 175 milliards pour la Nouvelle-Calédonie, ça représente 650 000 francs par Calédonien. Ce chiffre-là, je pense qu'il faut l'avoir en tête, 650 000 francs de coût pour la métropole par Calédonien à destination du territoire. Si l'on regarde comment fonctionnent les aides publiques au développement, qui généralement sont versées à destination de colonies, anciennes colonies françaises ou de pays pauvres, et que l'on regarde les principaux bénéficiaires de ces aides, j'ai regardé évidemment pour savoir à quelle enseigne pourrait être logée la Nouvelle-Calédonie. Nous avons parmi les deux principaux bénéficiaires l'Algérie, qui touche 10 milliards de francs CFP par an. Nous, on est à 175 milliards. Et vous avez le Maroc, avec une moyenne, c'est très variable, mais on arrive à une moyenne de 30 milliards de francs CFP par an.
Pour 36 millions d'habitants au Maroc, ça fait 1000 francs par an et par habitant. Nous, on est à 650 000. Donc, ça fait un petit gap tout à fait significatif. Alors, admettons, puisque là, on est obligé d'échafauder des hypothèses, que parmi l'ensemble de ces lignes-là, il y en ait certaines qui soient maintenues, admettons, et transformées en aide publique au développement. C'est une hypothèse qui est certainement très discutable, mais c'est vraiment pour l'exercice. La première ligne, dotation aux collectivités, on pourrait imaginer qu'elle soit maintenue. Pourquoi pas? Les dépenses de personnel et d'administration en Nouvelle-Calédonie, ça évidemment, hors de question. Il n'est pas possible d'imaginer que l'État français puisse rémunérer des fonctionnaires d'État et l'ensemble des contractuels qui aujourd'hui assument l'ensemble des fonctions régaliennes qui sont celles de l'État français en Nouvelle-Calédonie. Donc vous avez 86,5 milliards de rémunération, de salaires et de cotisations sociales qui disparaissent. Vous avez également les dépenses d'intervention qui disparaissent, le fonctionnement des services de l'État, ça disparaît, les dépenses d'investissement de l'État, pourquoi pas imaginer que ça soit maintenu, puisque ça prend assez souvent cette forme dans les pays en développement, et dépenses des opérateurs, on oublie, et pourquoi pas, et encore une fois, là, je n'ai pas vraiment d'éléments, mais j'ai décidé de partir sur cette hypothèse, l'État pourrait décider de continuer à verser les pensions et les retraites à l'ensemble des fonctionnaires qui décideraient de rester en Nouvelle-Calédonie, et s'ils décidaient tous de rester ici, on aurait donc à peu près 20 milliards. Donc selon mon scénario, on arrive à 50 milliards au lieu de 175, et vous allez voir que cette baisse de 125 est déjà colossale, tout en étant particulièrement surestimée. Parce qu'avec 50 milliards, je parlais tout à l'heure du Maroc, qui est le premier bénéficiaire des aides publiques au développement, qui est à 36 milliards, la Nouvelle-Calédonie se retrouverait de facto à la première place des bénéficiaires, ce qui n'est pas forcément crédible. Je poursuis mon raisonnement. Quelles seraient les conséquences de cette baisse? La première des conséquences, c'est qu'avec 86,5 milliards de salaires en moins et de cotisations en Nouvelle-Calédonie, vous avez un tout petit problème de financement du régime de protection sociale. Donc la santé, les aides au logement, etc. Et tout ce qui découle de ce régime qui est particulièrement protecteur et bénéficiaire pour l'ensemble des Calédoniens, là vous avez un vrai problème pour équilibrer votre système. Ensuite, vous avez le nouvel État indépendant, Calédonie, Kanaki, comme on veut, qui va se retrouver contraint d'embaucher de très nombreux fonctionnaires pour réaliser le travail qui était fait jusque-là par tous les fonctionnaires d'État qui sont partis. Et il y a non seulement les fonctionnaires d'État, mais il y a également beaucoup de contractuels. Ça représente quelques milliers de personnes qu'il va falloir, alors peut-être pas autant, mais en tout cas, il va falloir en trouver, et il va falloir les payer surtout. Comment est-ce qu'on va pouvoir payer tous ces gens-là? Probablement en rabotant sérieusement la rémunération des fonctionnaires territoriaux, inévitablement. Peut-être aussi en réaffectant une partie de ce personnel aux fonctions qui seront libérées par tous les fonctionnaires d'État. Et puis, inévitablement, il faudra en passer par une augmentation des impôts, avec évidemment une pression fiscale qui va peser davantage et sur les particuliers, mais aussi sur les entreprises. Donc, on voit tout de suite la conséquence arriver, c'est-à-dire une baisse du pouvoir d'achat, une baisse de capacité à investir pour les entreprises, donc une baisse de l'économie, une baisse de la consommation, des licenciements, du chômage. Qui dit chômage dit baisse de cotisations sociales, dit baisse de ressources pour le régime de protection sociale, etc. etc. Ensuite, il y a évidemment dans le package des transferts d'État la disparition de la défiscalisation. Donc là, évidemment, immédiatement, nous aurions la capacité d'investissement productif des entreprises calédoniennes qui serait sévèrement amputée, puisque acheter un engin, construire une usine, construire un hôtel, et encore plus sérieux, construire des logements sociaux, puisqu'il faut se souvenir que 80% des dossiers de défiscalisation accordés au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie concernent du logement social. S'il n'y a pas le financement grâce à la défiscalisation, le logement social aurait de très sérieuses difficultés à être financé. Vous avez également, ça c'est peut-être un petit peu plus technique, je vais essayer d'être pédagogique, un problème inévitable sur la balance des paiements et la balance commerciale. La Nouvelle-Calédonie importe 400 milliards de biens et services, mais elle n'exporte que 200 milliards. Et les 3/4 de ces exports sont du nickel. Le reste, c'est de l'agriculture et le tourisme, qui représentent des imports de devises. Si vous mettez évidemment ça dans une balance, vous apercevez qu'il y a un gros déséquilibre. Comment faire pour payer 400 milliards de produits et services importés avec seulement 200 milliards de devises qui rentrent? On a un vrai problème qui est aujourd'hui réglé par les transferts d'État qui viennent évidemment assurer ce gap et boucher le déficit de la balance commerciale.
Si les transferts d'État disparaissent, ça signifie que la balance commerciale est brutalement déséquilibrée et vous avez mécaniquement, si on reprend mon hypothèse de départ, 125 milliards d'importations qui disparaissent. Donc 125 milliards d'imports de moins dans l'économie calédonienne, donc une contraction brutale de l'activité économique, une récession forte et bien évidemment des licenciements, du chômage, une baisse des cotisations sociales, une baisse des dépenses de protection sociale, etc., etc. Autre effet, et peut-être la plus indirecte, donc je vais être très rapide, évidemment, ça a été évoqué tout à l'heure, une baisse de la qualité des services publics rendus, puisque une justice locale, puisque un enseignement local, puisque, etc., etc., on peut s'attendre légitimement à une baisse de la productivité, une baisse de la confiance, une baisse de la visibilité, donc une baisse de la productivité et de la compétitivité des entreprises calédoniennes. J'en arrive au point numéro 2, la monnaie, et vous allez voir que ce n'est pas du tout négligeable. Avec la monnaie, on a un vrai sujet, puisque, vous le savez tous, on bénéficie d'une parité fixe avec l'euro. Auparavant, c'était avec le franc, ça date de 1949. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une cote, un taux de change qui est très largement surévalué par rapport à ce que devrait être véritablement le franc CFP si on respectait les règles monétaires internationales. Cette surévaluation du franc CFP par rapport à l'euro et par rapport à l'ensemble des devises étrangères correspond, selon les experts, en tout cas à ceux qui sont intervenus lors du colloque à l'Université de la Nouvelle-Calédonie en 2017 et qui ont traité vraiment de façon extrêmement précise la question de l'économie calédonienne après 2018, eh bien, ces experts estiment que le gain de pouvoir d'achat qui correspond à cette surévaluation du franc CFP par rapport à l'euro représente 220 milliards par an. Ça signifie concrètement qu'il faudrait probablement mobiliser 220 milliards de ressources supplémentaires si on voulait consommer la même chose sans cette surévaluation du franc CFP. Donc tout ça est artificiel et ça nous profite très largement. Les seuls secteurs qui n'en profitent pas et qui sont même pénalisés sont les secteurs qui exportent, c'est-à-dire le nickel, le tourisme et dans une moindre mesure les quelques produits agricoles qui sont exportés puisqu'ils souffrent d'un handicap de compétitivité du fait de cette surestimation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut formuler comme hypothèse au lendemain d'un éventuel oui à l'indépendance? Eh bien, quel que soit le régime de change qui pourrait être adopté, quelle que soit la monnaie qui pourrait être adoptée, qu'il s'agisse de rester dans la zone franc ou de développer ou de créer une monnaie locale qui serait finalement un panier de monnaie d'ancrage, comme ça a été évoqué d'ailleurs par le projet des indépendantistes, dans les deux cas, avec un régime de taux de change fixe ou variable, flottant, vous avez inévitablement une remise à zéro des compteurs, c'est-à-dire que la cote de cette future monnaie sera nécessairement à son juste prix, à sa juste cote. Et les experts pensent que cette dévaluation de la monnaie locale par rapport à l'euro, donc par rapport à l'ensemble des monnaies étrangères, sera de l'ordre de 40%. Ça veut dire qu'avec 119,33 francs, vous n'achetez plus 1 euro. Vous achetez 60 centimes d'euros. Ça veut dire que pour acheter 1 euro, il faudra plus 119,33 francs, il en faudra 200. Et ça veut dire évidemment que tout ce qui vient de l'extérieur et tout ce que l'on achète à l'extérieur et toutes les devises coûteraient 66% de plus qu'aujourd'hui. Et c'est bien l'effet de gain de pouvoir d'achat lié à la surestimation du franc CFP que j'évoquais tout à l'heure. Donc évidemment, là, on en déduit plein de conséquences, toutes plus catastrophiques les unes que les autres. La première, c'est que le dimanche matin, pas le dimanche matin, le lundi matin qui suit le vote, dès l'annonce des résultats, vous avez la plupart des épargnants, la plupart de ceux qui disposent de liquidités, entreprises, ménages, collectivités, ça serait un peu fort, mais pourquoi pas. En tout cas, tous ceux qui ont des liquidités, immédiatement, vont transférer toute leur épargne à l'extérieur. C'est évident. Pourquoi ? Parce qu'il est hors de question pour ces gens-là d'accepter une dévaluation de l'ensemble de leur épargne de 40%. Donc tout sera placé en euros et en francs CFP, en euros et en dollars. Et c'est d'ailleurs un phénomène qui a déjà été observé depuis ces dernières années, puisque je rappelle qu'auparavant, le transfert de liquidité vers l'extérieur était aux alentours de 8 à 9 milliards par an. C'est quelque chose d'assez normal. On achète de l'immobilier à l'extérieur, etc. Depuis qu'on approche des échéances référendaires, ça s'est accéléré. On est passé à 27, 28, 29, 30, 31, et on est arrivé à 35 milliards de transferts de liquidité vers l'extérieur. C'est-à-dire que les Calédoniens ont déjà anticipé en partie ce phénomène. Donc s'il n'y a plus de liquidité, il n'y a plus d'épargne dans les banques. S'il n'y a plus d'épargne dans les banques, il y a un vrai problème pour financer le crédit. Donc
on risque d'avoir ce que les banquiers appellent un credit crunch, c'est-à-dire l'incapacité à prêter, ou en tout cas des difficultés, puisque les ressources seront moindres. Évidemment, la conséquence la plus logique, c'est qu'à compter du moment où le pouvoir d'achat par rapport à l'extérieur a baissé de 66%, eh bien, toutes les importations coûtent 66% plus cher qu'avant. Ça veut dire que importer du carburant, importer l'énergie pour faire tourner les usines de production d'électricité, importer des vêtements et importer de la nourriture, puisque je rappelle quand même que la Calédonie n'est autosuffisante que pour 15%, donc il y a 85% de ses besoins alimentaires qui sont importés, les matériaux de construction qui permettent de se loger, etc., tout, absolument tout, sera augmenté, selon cette hypothèse, de 66%. Donc, un pouvoir d'achat totalement laminé, une consommation en chute libre, donc des faillites, donc des licenciements, etc., etc., et c'est toujours la même logique. Autre effet, le remboursement des prêts contractés par les entreprises et les particuliers, mais libellés en euros. Il est évident qu'au lendemain d'un éventuel oui à l'indépendance, ces prêts-là resteront remboursables en euros. Ça veut dire qu'il faudra mobiliser 66% de ressources supplémentaires pour les rembourser. Ça veut dire que tous ceux qui ont des prêts à la CASDEN ou pour les entreprises, à l'Agence française de développement ou à la Caisse des dépôts et consignations ou plus récemment à la BPI, la Banque publique d'investissement, tous ces prêts-là vont être probablement particulièrement difficiles à rembourser. Donc pour ceux qui ont des prêts CASDEN, dites-vous que si vous avez un crédit bancaire de 200 000 francs par mois pour l'acquisition de votre logement, eh bien, il vous faudra mobiliser l'équivalent de 340 000 francs pour satisfaire la traite en euros. Alors, imaginez-vous l'impact que ça peut avoir sur Ercalin, qui évidemment a l'ensemble de ses prêts libellés en euros auprès de l'AFD, la Caisse des dépôts, etc. Imaginez-vous le FSH, la SIC, l'OPT, le Medipôle, les cliniques et la SMSP, très endettés auprès de l'Agence française de développement, avec 66% de poids de remboursement supplémentaire. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner comme conséquence. Mais il n'y a pas que les entreprises et les particuliers, il y a également les collectivités publiques qui sont fortement endettées, en particulier depuis cette année 2020, puisque le taux d'endettement de la Nouvelle-Calédonie a grimpé soudainement à 153%. Il faudra donc que les éventuelles nouvelles collectivités indépendantes trouvent les ressources supplémentaires pour continuer de rembourser ces prêts en euros, avec une économie, on l'a déjà dit, qui s'est cassée la figure, et une monnaie dépréciée qui suppose de mobiliser 66% de ressources en plus. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On renégocie, on étale les prêts peut-être, mais inévitablement, il faut en passer par de nouveaux impôts, donc une baisse du pouvoir d'achat, donc la capacité d'investissement des entreprises amputée, etc., etc. Juste un mot sur l'ensemble des programmes de défiscalisation auprès des entreprises calédoniennes en cours, qui ne s'interrompraient pas pour autant. Mais lorsque ces entreprises arrivent en sortie de défiscalisation et qu'il faut qu'elles rachètent leur usine ou leur engin, etc., pour la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur correspondant à ce que l'on trouve dans le tableau d'amortissement, eh bien, il faut effectuer ce remboursement, en tout cas ce rachat à la valeur vénale, en euros, puisqu'évidemment, il s'agit d'une défiscalisation métropolitaine. Donc la sortie de défis pour l'ensemble des engins, etc., qui ont été acquis en défiscalisation, coûterait 66% de plus. Bien évidemment, c'est plus anecdotique, mais tous les Calédoniens qui voudraient voyager et faire du shopping à l'extérieur, toutes les dépenses d'hôtel et magasins, c'est 66% de plus. Le coût des soins à l'étranger, les Evasan, que ce soit en Australie ou en métropole, pour la CAFAT, 66% de plus. Alors déjà qu'elle n'aura plus beaucoup de cotisations sociales, je ne sais pas comment elle pourrait assumer ça. Les seuls points positifs, et je l'ai déjà évoqué, c'est le gain de compétitivité pour le nickel, mais qui est partiel, puisqu'il ne porterait évidemment que sur la baisse de l'ensemble des salaires et des services locaux qui sont consommés, puisque l'essentiel du coût de production des usines métallurgiques correspond en effet à des investissements qui viennent de l'extérieur et à tout un tas de consommations intermédiaires qui viennent de l'extérieur, qui ne seraient donc pas soulagées par la dévaluation. Troisième point, le solde migratoire, on l'imagine évidemment négatif, à commencer par l'ensemble des fonctionnaires d'État qui ne seraient plus payés s'ils décidaient de rester ici, donc qui seraient fortement incités à rentrer, comme l'ensemble des contractuels, où c'est quelques milliers de personnes concernées, sans compter le reste de la famille. Et puis vous avez tous ceux qui auront perdu leur job, sous l'effet de tout ce qu'on a pu décrire précédemment, qu'ils soient salariés ou contractuels de la fonction publique territoriale, ou qu'ils soient patentés, chefs d'entreprise, tous ceux qui se retrouveront sur le carreau et qui n'auront plus d'emploi,
eux n'auront plus évidemment les moyens de subvenir à leurs besoins ici et pourraient fortement être tentés de quitter le territoire. On l'imagine assez facilement, ça peut représenter quelques dizaines de milliers de personnes, c'est-à-dire autant de consommation sur le marché intérieur en moins, donc d'une récession économique supplémentaire, etc. Et c'est toujours la même logique. J'en arrive à d'autres, pour compléter le point 3, très rapidement, une fuite des cerveaux, évidemment. Les enseignants, les chercheurs, les hauts fonctionnaires, les cadres, les chefs d'entreprise. Donc une baisse de la productivité, une baisse de la compétitivité. Et puis, ça je peux en parler tout particulièrement, une crise inévitable dans l'immobilier, puisque, on l'a dit, il n'y a plus besoin de logement, hein. On a un exode, donc il n'y a pas besoin de construire de logements supplémentaires. Et pour ce qui est du logement social, on ne peut plus le financer ou très difficilement, puisqu'on n'a plus la défiscalisation. Donc, on ne construit plus, donc on a le secteur du BTP qui se retrouve par terre, qui est sacrifié. Un immobilier nécessairement fortement déprécié, puisque s'il y a un départ de population, ça signifie que la demande de logement en Nouvelle-Calédonie baisse, et selon la loi de l'offre et de la demande, les prix de l'ensemble de l'immobilier calédonien baisseraient, ce qui signifie pour ceux qui sont propriétaires que vous ne pouvez pas revendre sans avoir soldé votre crédit, parce que si vous l'avez acheté 40 millions votre appartement, et que vous en êtes à 35 millions d'encours auprès de la banque, et que votre bien ne vaut plus que 20, vous êtes un peu gêné quand même pour revendre. Donc il va falloir attendre que votre prêt soit en très grande partie remboursé pour que vous puissiez évidemment le rembourser. Enfin le vendre et déménager. Et sur l'immobilier locatif, là c'est la même chose. Vacances locatives importantes, puisqu'on a une partie de la population qui est partie. Explosion des impayés, puisqu'on a des conséquences économiques nombreuses. Et bien évidemment des loyers fortement revus à la baisse, puisque le pouvoir d'achat des Calédoniens, on l'a dit, a été particulièrement amoindri. Et pour tous les propriétaires bailleurs qui ont des prêts en cours, eh bien des loyers pour supporter la traite qui seraient fortement réduits par rapport à ce qu'ils avaient imaginé au départ. En conclusion, on ne peut pas émettre de certitude, je l'ai déjà dit, mais quel que soit finalement le niveau de désengagement de l'État français, qu'il soit de 125 milliards, voire même que de 70 ou de 150, peu importe, dans tous les cas, quelles que soient les hypothèses, ça conduit à la catastrophe en termes économiques et sociaux. Il y a une conviction, c'est que l'indépendance, c'est peut-être un projet politique, c'est un projet de société, ça peut être un projet de je ne sais quoi d'autre. En tout cas, ce n'est certainement pas un projet économique et social, puisque, je vous l'ai dit, c'est un véritable cauchemar. Et le cauchemar, ce mot-là, est précisément celui qui a été utilisé par Olivier Sudry, qui est un économiste que beaucoup connaissent ici, quand il a parlé lors de ce colloque en 2017, en disant, et je le cite, « Si les transferts d'État baissaient en Nouvelle-Calédonie, ça virerait rapidement au cauchemar. » Et pour vous représenter cauchemar, pour essayer d'être encore un peu plus clair, dites-vous que sous l'effet de la crise du Covid-19 aux États-Unis, le PIB s'est contracté de 10 points. Et dans le même temps, le chômage est passé de 3,8 à 14,7. Donc il a augmenté de plus de 10 points. Donc on voit l'effet de lien entre le niveau de richesse et l'emploi, tout le monde le sait. Imaginez qu'en Nouvelle-Calédonie, donc on l'a dit, 1000 milliards de PIB. Au Vanuatu, pour 300 000 personnes, un petit peu moins, le PIB est de 80 milliards. C'est-à-dire 12,5 fois moins. Alors, si on fait quelques projections, si la Calédonie perdait brutalement à l'issue de cette consultation, alors non pas 92% de son PIB pour rejoindre celui du Vanuatu, parce que la Calédonie a quand même quelques atouts, le nickel, une industrie qui est relativement développée, elle a d'autres ressources qui lui permettraient de résister, mais ne perdrait que 40 à 50% de son PIB. Je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter en emploi et donc l'ensemble des conséquences qui en découlent. Donc, en bref, récession économique, chômage de masse, un système de protection sociale impossible ou très difficilement finançable, un recul important du niveau de vie, et les experts parlent d'un recul du niveau de vie moyen général de 60%. Une pression fiscale, évidemment, qui augmente, parce qu'il faut satisfaire les besoins du nouvel État indépendant. Une baisse, malgré tout,
du rendement fiscal, puisque l'économie fond. Donc on a beau augmenter les impôts et taper toujours plus fort sur les entreprises et sur les ménages, malgré tout, les caisses ne se remplissent pas. Et des infrastructures publiques qu'on a beaucoup de mal à entretenir, les routes, les aéroports, les hôpitaux, cliniques, etc., les réseaux de télécommunications, où trouver les ressources pour entretenir l'ensemble de ces infrastructures qui sont dimensionnées pour un pays riche. Une forte progression des inégalités est à attendre, puisque, je pense que vous l'avez compris, on pourrait assister dans ce cas à un véritable choc de pauvreté qui frapperait la quasi-totalité des Calédoniens, excepté les quelques riches qui auraient eu le temps, et les moyens évidemment, de placer leur patrimoine à l'extérieur et qui, eux, seraient fortement avantagés par cette situation, puisqu'ils bénéficieraient pour le coup d'un surcroît de pouvoir d'achat en Nouvelle-Calédonie grâce à l'usage de leurs dollars ou de leurs euros. Et pour finir, évidemment, d'un point de vue économique, on ne peut pas éluder la question de la Chine, qui serait aux aguets pour pouvoir faire main basse sur les ressources de la Nouvelle-Calédonie, qu'elles soient minières ou halieutiques, les ressources marines, etc. Donc, rien de très réjouissant dans tout ça. Raison pour laquelle, d'un strict point de vue économique, sans autre considération, et s'il y avait un choix à faire d'un strict point de vue de la raison, avec un peu de pragmatisme, il n'y a aucune raison qui devrait pousser les Calédoniens à mettre le bulletin oui dans l'urne. Merci.